Le mouvement souverainiste français est celui qui milite le plus sur le terrain, qui travaille le plus son projet, qui est le plus visible sur Internet. Pourtant, celui-ci n'arrive pas à le concrétiser aux élections. Comment imposer les thématiques souverainistes? Est-ce que le RN n'a pas préempté le souverainisme dans l'esprit des électeurs? Est-ce que ça peut se faire avec les leaders souverainistes actuels? À ces questions répondra Pierre-Yves Rougeron, figure du souverainisme français et président du Cercle Aristote. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, on va parler souverainisme avec quelqu'un que j'ai omis, et c'est de ma grande erreur, et je me flagelle pour ça. J'ai omis d'inviter, c'est notre ami Pierre-Yves Rougeron, pourtant je le vois si souvent dans les manifestations, si souvent sur le terrain, mais on va en parler avec Pierre-Yves de toutes ces thématiques, mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer au club Géopolitique Profonde, tous vos auteurs y sont déjà, donc vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous avez 7 jours d'essai gratuits et en cadeau, l'industrie minière de l'or. N'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. La boutique, voilà, elle est là. Vous nous l'avez réclamée, elle est présente. Salut cher Pierre-Yves. Franchement, ça me fait très plaisir que tu sois là. Et je m'excuse de ne pas t'avoir invité plus tôt, même si je t'ai invité à l'époque plutôt sur la visio. Mais là, en plateau, vraiment, c'est ma faute. Je suis pas rancunier, ce genre de choses. Bon, bah ça va alors. Dis-moi, cher Pierre-Yves, j'ai suivi les élections européennes avec vous et vous aviez le meilleur projet, vous avez les meilleurs candidats, les amis étaient sur la liste. Toi, tu y étais, Florian, mon ami Myriam. Et pourtant, ça n'a pas été couronné de succès. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine, je le dis très sincèrement. Comment on l'explique? Si tu veux, les lois de la politologie sont les mêmes pour tout le monde. Tiens. Avoir raison en politique ne vaut pas grand-chose. Ne vaut pas grand-chose en termes de timing, ne vaut pas grand-chose en termes de fond. Ce qui compte, c'est l'allonge médiatique et la pesanteur électorale. C'est-à-dire un produit que tout le monde connaît, la marque Le Pen. Tout le monde connaît la marque Le Pen en France. Bon. Et c'est l'intelligence du pouvoir ayant été, dès 83, de dire c'est nous ou Le Pen. Ce qui veut dire que quand tu es dans un projet d'opposition, c'est pas toi qui dis si t'es pas le péniste ou pas, c'est le pouvoir qui le dit. D'accord? Donc, toute tentative d'opposition est prise dans le vortex Le Pen, quelle qu'elle soit. Démonstration par l'exemple, que ce soit nous ou aujourd'hui Reconquête, déshabillés de la même manière. Avec pourtant, Reconquête avait des moyens que nous n'avons jamais eus, et aujourd'hui, regarde-les. Et je le dis sans aucune animosité à leur égard, j'ai beaucoup de camarades qui y sont, et eux-mêmes se sont retrouvés dans le vortex, alors que leur projet premier était d'annuler le vortex. Rappelez-vous que la campagne d'Éric était ancrée sur « elle ne peut pas gagner, je vais la remplacer ».
Nous sommes d'accord. Bon. Donc, les lois de la politologie sont les mêmes pour tout le monde. Tu fais un sondage de rue sur l'opposition à l'Union européenne. Le macroniste lambda te dira Le Pen. L'euroréaliste lambda, sauf s'il est très politisé, te dira Le Pen. Et là, on est face à un problème qui embrasse la totalité des mouvements populistes occidentaux. Tu ne peux avoir un populisme efficace que si un populisme centrisé déçoit d'abord. Et ça, c'est une grande difficulté. C'est une grande difficulté parce que souvent les peuples ne s'en relèvent pas. Cas typique, la Grèce. La Grèce a eu une vague populiste, elle y a cru, son peuple a été trahi, son peuple est écrasé. On a un exemple sous nos yeux avec la substitution dans la vague italienne. Salvini n'a rien fait, Meloni a fait encore moins, Fraternité italienne attend son heure. Est-ce que ça marchera? Pas dit. On a que 2 cas positifs. Le Brexit, parce que le Brexit prépare le terrain à une phase 2 anti-migratoire, sans laquelle toute politique anti-migratoire ne pourrait pas avoir lieu. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y avait jamais eu de parti strictement anti-immigration en Grande-Bretagne depuis la chute de Powell, au sein du Parti conservateur. Et chute qui n'a pas du tout eu lieu à cause du discours des rivières de sang, contrairement à un hoax de droite. Il est tombé en interne sur la question européenne. Et l'autre cas, c'est le cas américain. Tout le reste, la totalité des souverainistes ouest européens ont dû décevoir pour pouvoir se réformer. Les Français n'ont pas encore été déçus, le front n'a pas encore eu l'occasion d'eux. Et le pire, moi je ne le souhaite même pas. Je sais très bien que s'ils arrivaient avec une volonté décidée de faire quelque chose, ils devraient faire appel à nos idées, à nos cadres et à une partie de nos dirigeants. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le matériel humain. Si tu veux, c'est très net. Ensuite, s'ils y vont dans une autre optique, ce que je ne dis pas, je n'ai pas d'éléments. Je dis juste que je serais surpris, malheureusement, et agréablement surpris, de les voir faire différemment. N'oubliez jamais la force du reniement bruxellois. Je vous rappelle qu'un mec comme Geert Wilders a embrassé le Coran pour plaire à Bruxelles. Vous n'entendrez plus jamais le Geert Wilders qui a fait toute sa carrière, qui est protégé par les flics, car je vous rappelle que 2 de ses proches ont été assassinés, Pim Fortuyn et Van Gogh. Plus jamais vous ne verrez le Wilders que tous les milieux, je pense à mes amis de Riposte Laïque ou autres, ont adoré pendant les années 2000. Vous ne le reverrez plus jamais. Vous voyez la force que Bruxelles peut avoir quand vous commencez à baisser votre pantalon. Parce que moi, Wilders sur le tapis de prière, j'étais pas prêt. Tu vois, j'étais pas prêt. Je me suis dit quand même, il va pas lâcher ça, il va tout lâcher, mais pas ça. Si. Parce que l'européisme est un package. Tous sont en train de lâcher. J'espère que le front lâchera pas. Visiblement, je pense qu'ils vont quand même lâcher. Enfin, ils l'ont déjà fait. En tout cas, je pense. Alors, pour l'instant, ils sont en figure d'opposition. Donc, si tu mais même dans l'opposition, on ne sent pas que ça sera une vraie opposition. Mitterrand disait, l'opposition, on s'oppose. Là, on ne s'oppose pas beaucoup contre Barnier. Si tu veux, après, c'est aussi un groupe minoritaire dans un parlement d'un pays non souverain. Tu vas pas leur demander de réinventer l'eau chaude. Alors, il est vrai qu'ils pourraient être plus vifs. La seule chose qu'ils veulent à tout prix, que la bourgeoisie ne les voit pas comme des bordélisateurs LFistes. Ce qui, à la fin, je crains, ne sera pas un calcul payant parce que la bourgeoisie en question, au 2e tour, votera. Alors, vous me direz, aujourd'hui, même elle n'aime pas Macron. Non, elle n'aime pas Macron, peut-être, mais elle adore Attal. Et puis, elle aime beaucoup le déplumé du Havre, aussi. Elle dit que Macron, c'est pas un problème de système, c'est un problème de comportement. Et voilà. Et puis, il nous a été utile. Et puis, même si on l'aime plus, Attal est bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, au niveau électoral, au final,
à cause des élections, c'est toujours la bourgeoisie qui gagne? En système lent, de pourrissement lent, historiquement, oui. En système d'exception, tout peut arriver. Le problème, c'est que le but de ces gens-là, c'est d'éviter l'exception. On te badigeonnerait pas sur Trump matin, midi, soir actuellement s'il n'y avait pas une peur de l'exception. Parce que ce qu'ils ont peur, ils n'ont pas peur de Donald Trump. Tu crois quoi, que Donald Trump va faire un régime nouveau aux États-Unis, renverser une constitution qui a 2 siècles d'âge? Non, non, c'est pas du tout ça. C'est un démocrate new-yorkais à la base, Donald Trump, je le rappelle quand même. Ils n'ont pas peur de Trump. Ils ont peur de la fêlure au sein d'un système qui peut suivre Trump, c'est-à-dire que de la fêlure à la brisure, de la brisure au gouffre, et du gouffre à l'effondrement du système. Ils ont peur d'un scénario 1905-1917. N'oublie pas qu'il y a 2 révolutions russes. La première, le tsar arrive à la gérer, il arrive plus ou moins. Oui. Oui, parce que l'ordre de tirer, c'est pas lui qui le donne, au contraire. Ah oui, mais il va pas, mais il va pas perdre sa tête. Oui. Non. Oui. Or le problème, c'est que il ouvre la brèche. il arrive pas. Une partie du système accueille les bolcheviks en disant ils sont trop cons, délivrez-nous-en. Même les vieux croyants, pour te dire. Et là après, le système est tellement décomposé qu'il est emporté. La peur de nos adversaires, c'est ça. Ils ont peur de Marine aussi à cause de ça. Ils n'ont pas peur de Marine en elle-même. Faut arrêter. Non. Ils ont peur de Marine en se disant, s'il y a un choc, pendant qu'elle est là, et qu'on n'arrive pas à reprendre la main, parce qu'ils connaissent aussi leur potentiel, enfin, c'est quand même... Enfin, tu vois les divisions qu'ils ont aussi quand même. Hein. Ils savent très bien qu'ils ont aussi baissé en termes de recrutement. Ils ne sont pas complètement neuneux non plus. Et donc, si tu veux, c'est ça dont ils ont peur. Ils ont peur de l'aléa immaîtrisable parce que, ayant lieu pendant un fait populiste. Tu vois, c'est ça leur grande peur. Alors, je vais présenter nos amis qui sont autour de la table et après, on va poursuivre notre entretien. Thomas Tchouchek, c'est ça? Tchouchek. Voilà. Je l'ai prononcé à la Ou polonaise. Siolzik. À la polonaise, je l'ai française. prononcé. Bon, Donc, cofondateur de Concorde. Oui. 2 mots sur le Concorde? La Concorde, en fait, c'est une association qui a pour but de faire du lobbying pour faire cesser les querelles de chapelle entre les différents souverainistes. Voilà. Merci à toi, cher Thomas. Et Antoine Guénaud, éditorialiste chez Front Populaire. Et tu écris aussi sur Perspective Libre. Oui, dernièrement, oui. Tout à fait. On a eu la gentillesse de me publier. Quel article? C'est La France contre le transhumanisme, dans le numéro 30. C'est dans le dernier numéro de PL. Donc merci de cher ton invitation Thomas. et puis un Bah, grand c'est un honneur plaisir. d'être en plateau avec Pierre-Yves. Et alors, Thomas a dit à parler de quelque chose, c'est la division. Est-ce que la division joue malgré tout ou pas? Ou est-ce que c'est une vue d'esprit un peu? Non, et c'est évident que ça joue. C'est évident que ça joue. C'est d'ailleurs l'une des forces, par exemple, qu'a su faire Éric Zemmour, c'est qu'il a fédéré une partie des nationalistes identitaires en dehors du front. Le problème qu'il a eu, c'est qu'il a dû pactiser avec des gens qui n'étaient pas nationalistes, et pour l'avoir personnellement prévenu 2 ans avant, j'ai dit, ils se barreront avec la caisse et un couteau dans ton dos. Oui. C'était... faut dire, il a pris des gens qui sont des traîtres Oui. de vocation. Enfin, Oui. moi, si vous voulez, on peut tout faire à côté de Guillaume Pelletier, sauf dormir sur ses 2 oreilles à côté. Non mais... C'est pas conseillé. Le Pen, Maigret, Villiers, Sarkozy, Le Pen fille, il a eu 5 patrons, il les a eu tous les 5, donc il est quand même redoutable. Maintenant Zemmour, 6. Oui. Donc le gros problème, c'est que bien sûr la division elle joue pour une raison qui est très simple. C'est qu'elle divise une chose que nous avons la chance d'avoir, et on est parmi les derniers à l'avoir, qui est une masse militante lourde, entraînée et volontaire. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a eu une manifestation, très bien d'ailleurs, pour la mort de la petite Lola. Il y avait 300 personnes. Et c'est très bien qu'elle ait eu lieu. Moi, j'aurais su qu'elle aurait lieu, je l'aurais relayé. Le problème, c'est que je ne le savais pas. Et pourtant, c'est un événement ponctuel. Nous,
nous sommes arrivés, parce qu'on a une machine militante rodée, à pouvoir faire ce que quasiment aucun parti politique français n'est capable de faire, c'est-à-dire des manifs hebdomadaires pendant près d'1 an et demi. Ah oui. Personne n'est capable de... Le Front ne serait pas capable de le faire, je suis désolé. J'ai rien contre le Front, mais par contre, je connais l'état de leur matériel militant. Or, le gros souci, c'est que c'est ces gens-là que la division dégoûte et fait souffrir. Parce qu'ils sont politisés, donc ils comprennent qu'il n'y a pas de problème doctrinal entre les différents chefs, qu'il y a des problèmes de personnes, et qui viennent d'un défaut, c'est beaucoup dire, mais d'une marque de fabrique au sein du souverainisme français, c'est que le souverainisme français ne vient pas des mêmes épreuves sociologiques que la droite. La droite, et la droite dite radicale, c'est un milieu dont on hérite. Oui. Votre oncle y était, votre père y était, machin, etc. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des dynasties dedans. Oui. Et donc, alors oui, la gauche c'est mal, mais la gauche, il la croise pas en fait. Sociologiquement, il la croise pas. Tout comme il croise peu les Français. Tu vois, Oui. il les croise peu. À Versailles, ça fait ça, 20 c'est ans sûr. que j'y suis, ça fait 20, Oui. 20 ans que je suis dans le nationalisme. oui. Et toi, tu es sur Radio Coucou. Tu vois bien qu'une partie des patrons d'émissions vivent dans un monde qui est totalement parallèle. J'aime beaucoup Radio Coucou. Mais tu le vois bien. À Versailles, Pourquoi on croise pas Et d'ailleurs, ils ont... Parce qu'ils fuient la gauche, et d'un côté, je le comprends. Mais la gauche aussi vit dans un monde parallèle. Oui. Bien sûr. Elle vit entre 3 arrondissements parisiens, et maintenant le périph' et la barrière Et derrière le très bien. périph', t'as le peuple Et même- choisi derrière le périph', et derrière le peuple choisi, t'as le fascisme. Et au-delà des zones géographiques, les zones socio-professionnelles qui sont les zones universitaires, Bien sûr. notamment. Oui. C'est-à-dire, Oui, bien sûr. aujourd'hui, le périph' ne divise plus uniquement la ville et la banlieue, elle divise le fascisme et la gauche. Tu vois, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les souverainistes, eux, viennent du monde réel des Français. Vous avez très peu de souverainistes qui ont été socialisés dans les sphères radicales. Moi, c'est pas Clairement. mon cas. Non. Moi, j'ai jamais été socialisé en sphère radicale. Voyez nos chefs, voyez nos intellectuels. Aucun ne vient de milieux durs, et pour le peu qui en viennent, ils viennent de milieux durs de l'extrême gauche, de la fin des années 70 et des années 80. Donc, ils ont vécu dans la société française, ils ont payé sociologiquement d'abord leur engagement, c'est-à-dire qu'ils étaient bons et on les a mis de côté. On les a... Alors certains s'en sont sortis, je pense, le cas typique c'est Michel Onfray, Oui, oui. qui, parce qu'il a réussi à comprendre le système médiatique, là où beaucoup, parce que nous on était totalement en Oui. dehors, pour nous il nous était totalement hermétique, Elle utilise. mais Oui. la plupart de nos intellectuels ont fini par percer uniquement parce que leurs œuvres étaient meilleures. Mais ils ont été marginalisés par leur famille politique d'abord. D'origine, oui. Par exemple, Régis Debray à gauche, Oui. Emmanuel Todd à gauche, Jacques Sapir à gauche. Mais même chose dans une part du souverainisme de droite qui d'ailleurs pendant très longtemps a été l'apanage de l'Action française. Oui. Parce que la droite Cold Warrior, Plus tard, le Grèce aussi. le Grèce a toujours été opposé à l'idée de souveraineté Oui, nationale. non, c'est pas une... Non, mais il y a des Alors- gens- il y a des gens qui étaient dedans et qui en sont sortis. Et- Alors oui, et- mais oui, ça c'est les étatistes du Grèce, ils ont tous été flingués par Benoît. Ah oui, Oui, oui. mais Non, mais oui, justement, oui, mais c'est ce dont tu c'est- parles. c'est Ceux ceux- qui sont flingués par leur famille. Voilà, d'origine. c'est eux, Après, c'est la capitale est à Berlin, quoi. Tu vois, ils ont été. Ouais, mais il y a- oui, ils ont il y a des été- anciens ils sont qui partis viennent à peu près en même temps que Stuckers, tu vois, quand tu connais l'histoire de leur mouvement. Or, qui lui, l'est pas du tout, mais lui, bon, il est flamand, tu peux pas lui demander, comme il me l'a dit lui-même, qu'est-ce que vous voulez que je sois, souverainiste belge? Non, mais je lui ai dit, pour le coup, un point partout, parce qu'il me dit, moi, mes théories ne s'appliquent pas à la France. Vous êtes une vraie nation, moi je suis flamand. Ouais. Oui. Ouais, bah, Non, mais je bien peux sûr, pas lui en oui. vouloir. Bon. Non. Or, le grand souci, c'est que, si tu veux, ça fait des hommes au caractère très dur. Parce que ils ont survécu à ça, ils ont survécu à l'opprobre. Prenez le cas d'un François Asselineau. François Asselineau, c'est le mec qui était 2e à l'ENA. C'est un des rangs les plus élevés, sorti 2e à l'ENA, de toute l'administration française. Or, ses idées l'ont marginalisé, alors que c'est un homme brillant et que tout le monde le sait. Même chose pour Florian, même chose pour NDA. Oui. Or, le problème, c'est que NDA était un élu local remarquable. Enfin, il a quand même sauvé la ville de Hyères, qui, je vous rappelle, est une des villes les plus endettées de France quand il la prend.
au moment de la dissolution Villepin. Et aujourd'hui, c'est le poumon économique de l'Essonne. C'est pas ma faute et c'est pas moi qui le dis. Prenez le cas d'un mec comme Florian. Florian est extrêmement bien noté au ministère de l'Intérieur. Ses idées étaient connues. Et donc, on a ce que la droite n'a pas vécu. Je suis désolé. Une large part des mecs type Club de l'Horloge ou autres n'ont pas été marginalisés dans leur carrière. Non, c'est vrai. Parce qu'ils ont souvent pactisé avec la droite d'argent quand il a fallu. C'est des libéraux aussi. Nous, on a payé. Le problème, c'est que ça donne ce que Charles Gave appelle très bien la problématique du troupeau de chats. C'est qu'à la fin, tu as des mecs épais, tu les mets à une table, bah, tu as une discussion de saloon, une discussion entre mecs épais. Et la coopération, parce que comme c'est des gens à qui on a rarement tendu la main et qui ont dû se démerder tout seuls, tu leur dis maintenant, il est temps que tu tendes la main. Oui, mais est-ce que ces trois personnalités dont tu as parlé incarnent auprès du grand public quelque chose? Est-ce qu'ils incarnent l'homme providentiel que la France attend? Alors, attention. Je pense que le temps de l'homme providentiel n'est pas venu. Un homme providentiel, ça se décrète pas, ça se sécrète déjà. Or, pourquoi on ne peut pas le sécréter? Parce que nous n'avons pas une avant-garde structurée pour pouvoir l'accueillir. Parce que, je veux dire, il va prendre tous les coups. 2, il n'aura pas de caisse. Or, la politique, François Mitterrand le disait très bien. C'est 3 choses. Des hommes, des idées, de l'argent. Des hommes, nous en avons. Des idées, et nous en avons. De l'argent, on n'en a pas. Il faut faire un écosystème sain à partir des gens sains. Parce que malheureusement, comme toute famille politique, nous avons aussi nos brebis galeuses et nos dingues. On en a moins qu'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense. On en a beaucoup moins qu'ailleurs. Je veux dire, ça fait 20 ans, je connais toute la sphère politique. Je veux dire, alors, il n'y a qu'un seul parti qui gère très bien ses dingues, parce qu'il a un système de promotion interne à partir de ça, c'est ELV. Bon, ça... Oui, bon, ça, oui. Non, mais le pire, ils arrivent à gérer comme ça, parce que toute leur base est faite de mecs qui sont à la frontière de l'éco-warrior, de mecs qui veulent vivre dans des yourtes, etc. Enfin, il faut les gérer, les mecs. Tu vois, nous, le problème, c'est de temps en temps, on a des mecs un peu allumés qui viennent de la galaxie conspi, mais bon, c'est quand même une minorité. Nous, le gros problème, c'est qu'on a des mecs compétents qui ont des mauvais caractères. Ça, c'est certain. Dans la jeune génération, je trouve que c'est un défaut qui est quand même beaucoup moins présent. Pour une raison, c'est que nous, on a pris encore plus de coups. C'est-à-dire que nous, on est liquidé à partir du Master 2 et on a eu tellement d'emmerdes parce que tu avais quand même une figure souverainiste dans la jeunesse, c'est celle de l'intellectuel prolétaire. C'est ça. Voilà, enfin, faut voir les camarades qui écrivent AFP, Moi, je n'ai aucun problème à dire que c'est le meilleur de ma génération et le meilleur de la génération qui suit. La seule chose, c'est que souvent, c'est les plus pauvres. Qui ça, Les jeunes intellectuels, souvent, c'est pour ça qu'ils sont plus coopératifs. Est-ce que ça signifie... Ils sont vraiment dans la merde. Est-ce que ça signifie qu'alors que Florian, Nicolas Dupont-Aignan, Asselineau, là, se sacrifient pour quelqu'un de la nouvelle génération qui va émerger? Déjà, tu ne peux pas leur demander ça. Deuxièmement... Moi, si tu veux, quand tu vois les trois... Ce serait d'une ingratitude. Ce serait d'une ingratitude sans nom, et aucun des trois n'a démérité. Enfin, à un moment, il faut regarder les choses comme elles sont. François Asselineau a été un grand instituteur national, quoi qu'on en pense. Oui, bien sûr. Or, si tu veux, Florian a donné, et il a été le premier et le seul, à donner un mouvement social au souverainisme. Personne n'y est arrivé, je vais te raconter. Et je suis sûr que la personne ne reconnaîtra pas ses propres dires. Mais moi, quand je voulais qu'on organise des manifs, quand j'étais au RIF, ça nous remet. Le premier parti pour la sortie de l'Union européenne, c'est le RIF, qui est créé en 2004. J'y suis déjà. J'y suis déjà avec Paul-Marie Couteau. Et, alors, il venait d'en partir, un certain François Asselineau, dont j'entends le nom, mais je ne l'ai pas connu à ce moment-là. Je le connaîtrai après la création de l'UPR. Et Paul-Marie Couteau disait, je vous interdis de faire des manifs. Les Français nous détestent, et j'oublierai jamais cette phrase, ils vous balanceront des pots de fleurs. Et donc, résultat... Il a changé depuis, Paul-Marie Couteau. D'ailleurs, moi j'ai bossé pour, donc il doit s'en souvenir. Or, le problème, c'est qu'on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit, vous vous rendez compte, les Français nous détestent. Donc nous, on partait, résultat, on s'auto-marginalisait, et on n'allait pas au contact de la population. Et moi, si tu veux...
et ça, je l'ai vu dans les manifs de Florian, il n'y a pas d'hostilité, ni à Paris, ni en province, de la masse de la population. Il y a toujours un mec qui t'aimera pas. Oui, bon, le macroniste de base, quand il a l'occasion de nous cracher dessus depuis ses fenêtres, ensuite, c'est un glavio, quoi. Bon, surtout que les manifs de Florian, il faut le dire, c'est pas Bastille, République, c'est rive gauche de Paris, c'est Saint-Germain, vraiment dans le coin des macronistes, pour le coup. Et les gens, enfin, je veux dire, étaient bien accueillis. Tu vois, et quant à Nicolas Dupont-Aignan, il a réussi à faire une méthode d'élu qui, si elle faisait école, au sein de nos jeunes élus, donc à l'échelon municipal et puis après à l'échelon député, pourrait faire des étincelles. Parce que, qu'on le veuille ou pas, pour te tenir d'abord une ville puis une région, la méthode NDA, je préfère la méthode NDA, la méthode Ménard, qui n'est jamais qu'un copier-coller de la méthode Bompard. Hein. C'est-à-dire, je mets 2 flics municipaux, je fais 2 affiches à la con, et comme je sais qu'en réalité personne ne veut me piquer la ville parce que la ville est en train de couler, parce que voilà, la réalité de Béziers, c'est ça. Or, NDA, il prend, par pur hasard quasiment, la ville de Hyères qui... C'est simple, il y a une sorte d'aqualand là-bas qui a fait que, comme le maire communiste s'était fait arnaquer par un promoteur, c'est devenu l'une des villes les plus endettées de France. Et je crois qu'il y avait même les restes dans la banlieue d'Hyères du chantier. NDA prend ça, enfin, si tu veux, il devient maire de, je crois, la 2e ou 3e ville la plus endettée de France. C'est-à-dire vraiment, j'ai le sida qui en veut. Tu vois, moi, tu me donnes une ville comme ça, ce que je disais à Xavier Lemoine, qui est par exemple un mec que j'admire beaucoup, je lui dis, vous savez, vous êtes l'un des seuls maires de France qui peut laisser son écharpe au bistrot. Personne ne veut être maire de Montfermeil. Le maire de Montfermeil, parce qu'il y a une cité qui est assez importante, qui s'appelle les Bosquets, et qui était... Je t'offre la mairie de Montfermeil, tu la prends? Je connais très bien Montfermeil. Bien sûr, bah oui, je sais. Tu la prends? Non, pas Montfermeil... C'est... t'as perdu ton micro, là. Non, je la prendrai pas parce que c'est... Ah bah oui, tu la prends... Oui, moi non plus. C'est aussi foireux que Clichy-sous-Bois, c'est à côté d'ailleurs. Tu vois donc non. Et Xavier Lemoine, c'est quelqu'un, je peux te dire, c'est vraiment un type... Et d'ailleurs, il a eu de sacrés problèmes avec certains jeunes de la cité. Voilà. C'est un mec vachement... C'est un mec très très courageux. C'est un mec vachement courageux. Or, tu vois... Et on a une école d'élu local aussi grâce à NDA. Après, là encore, alors bon, NDA a un défaut, c'est qu'il est chiracien, c'est-à-dire qu'il pense qu'on peut tenir plusieurs discours en même temps comme Chirac le faisait. Mais ça, Chirac n'a jamais fait une campagne face aux médias Internet. Chirac était un très bon candidat de télé. Parce qu'à la télé, tu peux dire lundi, mardi, mercredi, 3 discours. Le journalisme télé a 45 minutes de mémoire au maximum. Le problème d'Internet, c'est que... Je t'ai pas entendu l'avant-veille dire une autre connerie, toi. Et là, clac. Chirac a jamais eu à affronter ça. Or, la méthode chiracienne, qui est quand même très présente, je pense, dans l'esprit de Nicolas, pour l'avoir vu faire campagne, est légèrement problématique. Mais il faut être honnête, si on prend ces 3 faits réunis, nous leur devons beaucoup. Après, ils ont un souci, c'est que, ils ont du mal à supporter. Moi, c'est un running gag depuis 20 ans, hein, c'est-à-dire que généralement, il y en a un qui veut négocier parmi les 3, et il y en a un qui est moyennement intéressé, il y en a un qui n'est pas du tout intéressé. Voilà. Donc, si tu veux, ça, c'est problématique, mais ça ne va pas, comment dire, être... comment dire ? Ça va devoir de toute façon se décanter déjà parce que les appareils sont en train d'en souffrir. En tout cas, 2 des appareils sur 3. Bien sûr. DLF, moi, tu vois, j'étais à DLR, quand DLR était encore membre de l'UMP. Donc je vais dire, pour preuve que je fais partie des meubles. Moi, j'ai connu Brice Hortefeux, double signataire des comptes. Donc, pour te dire, hein, on ne doit plus être nombreux. Hein. Or, ça c'est sûr. C'est sûr. Je me rappelle de, comment il s'appelle, celui qui a fait Poéo, là, je ne peux pas l'encadrer. Oui, le frère de... Le frère machin, là. Ouais, le blond, là. Je me rappelle de lui... Il était chez Copé, d'ailleurs. Ouais, je me rappelle de lui venant à DLR.
tu sais, le pseudo-entrepreneur là, qui a fait Poéo, là, le mec. Oui, et son frère, c'est un cocaïnomane. Voilà, donc. Qui a fait 99 francs, il a fait 99 Fake francs. BD. Fake BD, voilà. voilà. Donc, si tu veux, je me rappelle de lui venant nous faire des confs internes. Donc, c'est dire. Si tu commences par dire cocaïnomane pour qu'on trouve quelqu'un dans le milieu politique, Voilà, donc- c'est pas rendu. Non, mais, Ouais, Madeleine. Fais-moi penser, Mike, à ne jamais te demander un portrait robot. Or, tu vois. Écrivez-le, il a 2 jambes. Donc, si tu veux, tu vois, je connais suffisamment bien la boutique pour savoir que DLF aujourd'hui a beaucoup souffert par rapport au DLR de l'époque. Je pense qu'il y a la même chose à l'UPR. C'est moins le cas, de toute évidence, c'est moins le cas chez les Patriotes, même si la dynamique post-Covid a été dure à encaisser. Or, la seule chose, c'est que je pense sincèrement que si nous voulons faire un milieu souverainiste sain, il faut régler le problème des chefs en dernier. C'est un fait de contact entre d'abord les milieux intellectuels et les états-majors, même par-delà la volonté de nos chefs. Moi, si tu veux, moi, je le vois avec le cercle. Tout le monde est le bienvenu au cercle. Alors, on va en parler. Mais d'abord, on va faire une petite réclame, hein, et on va en parler tous ensemble sur justement ces solutions, parce que je veux avoir vos avis à vous deux. Allez-y, les réclames impertinentes. Vous appelez évidemment à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.